Pendant que je préparais le dîner pour toute la famille de ma femme, je suis allé au garage chercher des chaises supplémentaires et j'ai entendu son frère dire: Je n'arrive toujours pas à croire que tu as épousé ce loser. Papa a raison, tu dois divorcer avant d'avoir des enfants et de rester coincé pour toujours. Elle a répondu: Je suis déjà en train de régler ça. Mon avocat a dit qu'on pourrait récupérer la moitié de son entreprise aussi. Je suis revenu avec les chaises et j'ai continué à accueillir les invités avec un sourire impeccable. J'ai serré les chaises dans mes mains et pris une grande inspiration. Ce n'était pas encore le moment de réagir. Pas encore. Mais quand l'heure viendrait, je ferai en sorte que personne à cette table n'oublie jamais ce dîner. 3 jours plus tard, mon WhatsApp était inondé de 47 messages désespérés me suppliant de faire quelque chose. Il y avait quelque chose d'étrange chez Alexandra la semaine précédant le dîner de famille. Ce n'était pas juste ce genre de comportement qu'elle avait quand elle était stressée par le travail ou agacée parce que j'avais encore laissé mes bottes dans le couloir. C'était différent. Elle vérifiait son téléphone en pensant que je ne regardais pas, changeait d'onglet sur l'ordinateur dès que je passais derrière elle et prenait ses appels dans une autre pièce. Après 7 ans ensemble, on développe un instinct pour ce genre de choses. Comme quand on peut voir qu'un mur n'est pas droit juste en le regardant. Écoutez, je n'aurais jamais pensé écrire quelque chose comme ça. Je ne suis pas du genre à exposer ma vie personnelle sur Internet, mais me voilà, à 3 heures du matin, un verre de whisky à la main, incapable de croire à quel point ma vie s'est effondrée en seulement 3 jours. J'ai besoin d'en parler quelque part, et vous, inconnu d'Internet, aurez une place au premier rang pour ce spectacle. Un peu de contexte, je m'appelle James, j'ai 34 ans. J'ai construit mon entreprise de construction à partir de rien après avoir quitté l'université. J'ai commencé seul, avec un vieux pick-up. Aujourd'hui, j'ai 5 équipes qui travaillent sur des projets dans tout le comté. Ce n'est pas énorme, mais ça paie les factures et un peu plus. Alexandra, 32 ans, est ma femme depuis 7 ans. Je l'ai soutenue pendant toute sa faculté de droit, j'ai payé ses frais de scolarité, son loyer, tout, pendant que je construisais mon entreprise. Elle vient d'une famille aisée qui n'a jamais vraiment approuvé le « petit entrepreneur en bâtiment » que leur fille avait choisi. Son père, Elia, est un genre de consultant financier. Sa mère, Pamela, travaille dans l'immobilier. Son frère, Thomas, pense que son diplôme en gestion d'entreprise fait de lui un don du ciel pour le monde des affaires. J'ai toujours su qu'il pensait qu'elle pouvait trouver mieux. Les commentaires sur mon « petit business » ou les questions incessantes sur quand j'allais retourner à l'université ne se sont jamais arrêtées. Mais Alexandra m'a toujours défendu, enfin, c'est ce que je croyais. Samedi dernier, nous avons organisé notre traditionnel dîner de printemps chez nous. C'était une tradition qu'Alexandra insistait pour maintenir, une occasion de montrer notre maison à sa famille. J'ai passé toute la matinée à nettoyer le jardin, laver la terrasse et aider avec la cuisine. Tout devait être parfait pour eux. Je me suis levé à 6 heures du matin pour préparer le fumoir pour le brisket qui maturait depuis une semaine. Alexandra était plus tendue que d'habitude, s'agaçant pour des détails insignifiants, mais j'ai mis ça sur le compte du stress lié à l'événement familial. Tout le monde est arrivé vers 16 heures. Ses parents, son frère Thomas et sa femme, sa petite sœur Magnolia, qui est encore en master. Sa mère a immédiatement commencé à critiquer l'agencement des meubles du salon, tandis que son père posait des questions sur mon entreprise, avec ce ton qui laissait entendre qu'il s'attendait à ce que j'admette un échec. À 18 heures, le dîner était prêt. J'ai dressé la table avec notre plus belle vaisselle, celle qu'on avait reçue pour notre mariage et qu'on utilisait rarement. Mais je me suis rendu compte qu'il manquait 2 chaises et je suis allé au garage en chercher. En chemin, j'ai entendu des voix sur le côté de la maison. Thomas et Alexandra étaient là, partageant une cigarette. Étrange, puisqu'elle avait prétendu avoir arrêté de fumer depuis 3 ans. J'allais les appeler, mais j'ai entendu mon nom. Je me suis figé. Thomas disait qu'il n'arrivait toujours pas à croire qu'elle m'avait épousé, que leur père avait raison et qu'elle devait divorcer avant d'avoir des enfants et de rester coincée pour toujours. Ce qu'Alexandra a répondu m'a frappé comme un coup de massue. Elle a dit qu'elle s'en occupait déjà et que son avocat avait assuré qu'il pourrait récupérer la moitié de mon entreprise. Je suis resté là, complètement sonné, les écoutant rire sur le fait que je ne me doutais de rien. Ils ont continué à parler de quelqu'un nommé Dominique, disant qu'il lui convenait bien mieux et qu'elle avait gâché les plus belles années de sa vie avec moi, pendant que je jouais au bâtisseur. Vous connaissez ce moment où votre réalité s'écroule entièrement? 7 ans de mariage.
Les innombrables nuits passées à l'aider à réviser pour ses examens. Les voyages que nous n'avons jamais faits pour payer ses livres de droit. Les heures supplémentaires que j'ai prises pour couvrir ses dettes étudiantes. Tout à coup, tout cela ressemblait à une immense blague. Mais je n'ai pas crié. Je n'ai pas confronté. J'ai tout enregistré. Quelque chose en moi s'est figé. J'ai fait un pas en arrière silencieusement, pris 2 chaises pliantes dans le garage, respiré profondément 3 fois et affiché le sourire le plus faux de toute ma vie. En rentrant dans la maison, j'ai vu mon reflet dans le miroir du couloir. J'avais l'air complètement normal. À l'intérieur, un véritable champ de mine. Le reste de ce dîner était irréel. J'ai servi du vin, découpé le brisket, ri aux blagues atroces de son père et observé ma femme, cette étrangère assise de l'autre côté de la table, faire semblant que tout était parfaitement normal. J'ai étudié son visage, cherchant la femme que j'avais épousée. M'avait-elle toujours regardé avec ce mépris à peine dissimulé, ou étais-je seulement en train de le voir maintenant? Quand sa mère a complimenté la nourriture et m'a demandé ma recette secrète, j'ai failli perdre le contrôle. C'est temps de dîner en famille et c'est seulement maintenant qu'elle se dit que j'ai peut-être quelque chose d'utile à partager? J'ai expliqué le processus de maturation à sec avec une précision mécanique, tandis que mon esprit hurlait. À un moment donné, sa sœur Magnolia m'a lancé un regard étrange, comme si elle essayait de comprendre quelque chose. Elle avait toujours été la seule personne décente dans cette famille. Était-elle au courant? Après le dessert, Thomas a levé son verre pour porter un toast à la famille et au changement à venir, regardant Alexandra droit dans les yeux avec un sourire suffisant. J'ai levé mon verre et bu, en pensant à quel point il serait satisfaisant de briser cette fine tige de cristal sur son visage. Quand tout le monde est enfin parti, vers 23 heures, Alexandra a commencé à nettoyer la cuisine, fredonnant pour elle-même. Fredonnant, comme si elle n'avait pas réduit notre vie en miettes. Je lui ai dit que je finirais de faire la vaisselle et qu'elle devrait aller se reposer. Elle m'a embrassé sur la joue et m'a dit que j'étais un mari merveilleux. L'audace de ce geste m'a presque donné la nausée. Après qu'elle soit allée se coucher, je suis allé sur son ordinateur portable. Il était protégé par un mot de passe, ce qui était nouveau pour elle, mais je savais qu'elle utilisait souvent le même schéma pour la plupart de ses comptes. À la 3e tentative, j'ai réussi à entrer. Les échanges avec son avocat remontaient à 3 mois. Son plan était de déposer la demande de divorce dès qu'elle aurait sécurisé sa promotion en tant qu'associée au cabinet, en utilisant mes revenus pour renforcer sa position avant de me jeter. Il y avait des tableaux Excel détaillant les actifs de mon entreprise, nos comptes bancaires, et même une chronologie précise du divorce. Et puis, je l'ai vu. Un historique de virements bancaires prouvant qu'elle déplaçait de petites sommes sur un compte séparé depuis des mois, toujours sous le seuil qui déclencherait des notifications. Maligne, l'avocate. Je suis allé vérifier notre compte commun. 20 000 $ envolés. L'argent que j'économisais pour agrandir mon entreprise. Notre avenir. Puis, j'ai trouvé les messages échangés avec quelqu'un enregistré sous le nom de D. Apparemment, Dominique n'était pas seulement mieux assorti. Il testait déjà mon remplaçant. Les messages remontaient à 6 mois. 6 mois. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Ni la suivante. Lundi matin, j'ai appelé mon travail pour dire que j'étais malade la première fois en 3 ans et je suis allé voir un avocat spécialisé en divorce pendant qu'Alexandra était au bureau. Il s'appelait Mike, recommandé par un ami. Je lui ai tout raconté, lui ai montré les captures d'écran. Mike n'a pas tourné autour du pot. Dans notre état, elle pouvait prétendre à la moitié de la valeur de mon entreprise, car elle avait considérablement grandi pendant notre mariage. Même si elle n'avait jamais contribué en rien. Même si j'avais tout bâti seul, pendant que je finançais ses études. Quand il m'a montré l'estimation de l'accord, j'ai failli m'évanouir. Tout ce que j'avais construit, tout ce pourquoi j'avais sacrifié tant d'années, coupé en deux et offert à la femme qui prévoyait de me poignarder dans le dos. Je me souviens lui avoir demandé, « Alors c'est comme ça? Je dois juste accepter ?» Mike a commencé à parler de négociations amiables et de limiter les dégâts, mais je n'écoutais plus. Quelque chose en moi avait changé. Ce soir-là, Alexandra m'a demandé si j'allais mieux. Elle a ramené de la soupe à la maison, a joué la femme inquiète. Je suis rentré dans son jeu, j'ai dit que j'étais juste fatigué, que j'avais sûrement attrapé un rhume. Elle m'a suggéré d'aller voir un médecin. Une performance digne d'un Oscar. J'ai hoché la tête, l'ai remercié de s'inquiéter et lui ai dit que je l'aimais.
Elle a répondu sans hésiter, laissant ces 3 mots vides tomber de ses lèvres alors qu'elle planifiait ma ruine financière. Nous sommes restés assis sur le canapé pendant qu'elle faisait défiler Instagram. Elle s'est arrêtée pour aimer une photo de nous à Noël dernier, postée par Magnolia. La légende disait « Diez couple de rêve ». J'ai failli éclater de rire. C'était comme vivre avec une étrangère portant le visage de ma femme. Chaque geste, chaque mot, semblait calculé. A-t-elle toujours été comme ça? Ai-je été aveugle pendant 7 ans? Ou a-t-elle changé? Est-ce que ça a encore de l'importance? Voici ce que tu dois comprendre, je ne me suis jamais considéré comme un homme vindicatif. Quand des entrepreneurs essaient de m'arnaquer, je coupe les ponts. Quand des clients retardent leur paiement, je négocie. Mais ça, c'était différent. Ce n'était pas une affaire. C'était ma vie. Cette deuxième nuit-là, allongé dans mon lit, la regardant dormir paisiblement à côté de moi, probablement en train de rêver à la façon dont elle dépenserait mon argent avec Dominique, quelque chose en moi s'est durci. Une clarté que je n'avais jamais ressentie auparavant. Alexandra et sa famille m'ont toujours sous-estimé. Ils ont vu mes mains calleuses et mon absence de diplôme et ont supposé que j'étais stupide. Ils n'ont jamais compris que bâtir quelque chose à partir de rien exige de l'intelligence, de la stratégie, de la patience. Le lendemain matin, j'ai passé des appels. D'abord à la banque. Puis à mon associé. Puis à quelques clients clés. À midi, mon plan prenait déjà forme. Au moment du dîner, je savais exactement quoi faire. Alexandra veut la guerre? Parfait. Mais elle arrive avec un couteau à beurre dans un combat de tronçonneuse. Ce n'est plus une question d'argent. Il s'agit maintenant de leur montrer à elle et à toute sa famille exactement à qui ils ont eu affaire. Le « loser » qu'ils ont méprisé pendant 7 ans est sur le point de leur donner une leçon sur les conséquences. Et me voilà, 3 jours après ce dîner, en train de finaliser mon projet de démolition. Et comme pour tout bon chantier, il faut d'abord préparer le terrain avant de reconstruire sur de nouvelles bases. Demain, tout change. Alexandra pense qu'elle a tout sous contrôle. Elle n'a pas la moindre idée de ce qui l'attend. Ni sa famille. Ni Dominique. Qui que soit cet abruti. J'ai soutenu ses rêves pendant 7 ans. Maintenant, je vais les regarder s'effondrer juste devant mes yeux. Mise à jour 1. Tout d'abord, merci pour tout le soutien sur mon dernier post. Je ne m'attendais pas à une telle réaction. Pour ceux qui me demandent si je me suis calmé ou si je réfléchis plus posément maintenant, non. Je suis toujours en colère, toujours déterminé, mais désormais plus stratégique. Voyez-vous, quand on construit quelque chose de ses propres mains, on apprend que se précipiter ne fait que créer des problèmes à régler plus tard. La vengeance, c'est la même chose, elle a besoin d'une base solide. Le matin suivant mon poste, Alexandra est partie au travail comme si de rien n'était. Elle m'a embrassé avant de partir, m'a rappelé d'appeler le plombier pour réparer la fuite dans la salle de bain des invités et m'a demandé de récupérer ses vêtements au pressing. L'absurdité de cette normalité était surréaliste, comme regarder un somnambule traverser un champ de mine qu'il aurait lui-même posé. Dès que sa voiture a quitté l'allée, j'ai commencé à agir. Premier point sur la liste, protéger mon entreprise. J'ai appelé mon comptable pour une réunion d'urgence dans un café près de mon bureau. Pas question de discuter de ça par téléphone ou dans mon entreprise, où des employés pourraient entendre. Voilà le problème, quand on construit une boîte tout en soutenant quelqu'un pendant ses études, on fait des concessions. Parfois, on ne documente pas tout parfaitement. Parfois, on saute des étapes administratives parce qu'on est épuisé après 14 heures de travail. Alexandra savait tout ça, elle m'a même aidé à remplir certaines déclarations fiscales au début, quand on ne pouvait pas encore se payer un vrai comptable. La réunion au café a été révélatrice. Mon comptable, appelons-le Franck, avait l'air de ne pas avoir dormi depuis des jours. Il m'a appris qu'Alexandra l'avait déjà contacté, lui posant des questions innocentes sur les méthodes d'évaluation des entreprises et la documentation de propriété. Elle lui avait dit qu'elle m'aidait à préparer une possible réunion avec des investisseurs. Sans se douter de ce qu'elle mijotait, Franck lui avait donné quelques informations générales, mais il s'était senti suffisamment mal à l'aise pour me prévenir. Quand je lui ai expliqué la situation, son visage est devenu livide. « James, il faut que je te montre quelque chose », m'a-t-il dit en prenant sa tablette. Il a ouvert une série de documents contenant mes transactions commerciales des 3 dernières années. Les éléments surlignés ne collaient pas.
J'ai découvert qu'Alexandra ne se contentait pas de préparer son divorce, elle fabriquait une trace écrite pour me faire passer pour quelqu'un qui détourne de l'argent de l'entreprise. De petites anomalies dans les dates, des sommes transférées entre comptes à des heures étranges, des factures avec des numéros incohérents. Rien d'illégal, elle était trop maligne pour ça, mais suffisant pour éveiller des soupçons devant un tribunal. Suffisant pour justifier l'embauche d'un expert comptable judiciaire, qui me coûterait des milliers de dollars pour prouver qu'il n'y avait rien d'anormal, mais qui ralentirait la procédure de plusieurs mois. Franck et moi avons passé 3 heures à tout documenter proprement, créant des pistes claires pour démontrer que toutes les transactions étaient légitimes. Nous avons accéléré les paiements aux fournisseurs, remboursé des prêts d'équipement par anticipation et enregistré noir sur blanc l'absence totale d'implication d'Alexandra dans la gestion de l'entreprise. Pendant que nous travaillions, j'ai reçu un message de Magnolia, la sœur d'Alexandra. C'était inhabituel. Nous avons toujours été en bons termes, mais nous échangions rarement en privé. Elle voulait qu'on se voie pour un café, elle avait quelque chose d'important à me dire. J'ai accepté, intrigué par ce qu'elle pouvait bien avoir en tête. Prochaine étape, la banque. Je réfléchissais à un commentaire du frère d'Alexandra lors du dîner, une remarque sur le fait que ses parents aideraient quand le moment serait venu. J'ai eu une intuition. Et dans le bâtiment, les intuitions sauvent des vies. À la banque, j'ai discuté avec notre conseiller financier et j'ai confirmé mes soupçons. Alexandra avait demandé une ligne de crédit en mettant notre maison en garantie, 2 semaines plus tôt. La maison qui est principalement à mon nom, parce que j'ai payé l'apport avec mes économies d'avant le mariage. La maison que j'ai moi-même rénovée, augmentant sa valeur de près de 100 000 dollars. J'étais toujours désigné comme co-signataire obligatoire, mais la procédure était en cours. D'ici une semaine, elle aurait accès à près de 200 000 dollars en liquide, et j'en serais en partie responsable. Le conseiller a eu l'air mal à l'aise quand je lui ai expliqué que je n'avais jamais autorisé ça. Après lui avoir montré ma pièce d'identité et notre certificat de mariage, j'ai pu annuler la demande. Ensuite, j'ai transféré la moitié de notre épargne commune vers mon compte personnel, exactement la somme que j'avais moi-même mise de côté. C'est mesquin? Peut-être. Mais c'est bien peu par rapport à ce qu'elle comptait me prendre. De retour à la maison, j'ai fait quelque chose dont je ne suis pas fier, mais les temps désespérés appellent des mesures désespérées. J'ai installé de petits enregistreurs dans le salon et la chambre. Totalement légal dans notre état, puisque la maison est aussi la mienne, mais moralement discutable. J'ai aussi placé une caméra dans notre bureau, orientée pour capturer son espace de travail. Ensuite, j'ai sorti le chien pour une promenade dans le quartier, comme si de rien n'était. J'ai salué les voisins, lancé une balle au fils des Jenkins, ramassé des crottes avec un sac en plastique, tout en planifiant la destruction totale de mon mariage. Juste une journée normale de mardi. Le soir, pendant le dîner, Alexandra semblait distraite, fixant son téléphone sans arrêt. Quand je lui ai demandé comment s'était passée sa journée, elle m'a répondu vaguement. Puis, une nouvelle vibration du téléphone, et j'ai aperçu un nom sur l'écran. Dominique. Qui diable est Dominique? J'ai demandé, gardant ma voix décontractée en me servant plus de pâtes. Sa fourchette s'arrêta en l'air une seconde. Ah, un nouveau client au cabinet, une affaire urgente, dit-elle, puis posa son téléphone face contre table. Cette légère hésitation m'a tout dit. 7 ans avec quelqu'un, on apprend à remarquer ces choses-là. Ça doit être important s'il t'envoie des messages pendant le dîner, ai-je poursuivi, toujours dans mon rôle de mari détendu. Elle m'a adressé un sourire crispé. Tu sais comment c'est, certaines personnes ne respectent pas les limites. L'ironie de cette phrase a failli me faire m'étouffer avec mon pain à l'ail. Après le dîner, elle a dit qu'elle devait terminer un dossier et a disparu dans notre bureau à domicile. J'ai fait la vaisselle, en faisant suffisamment de bruit pour qu'elle pense que j'étais occupé, puis me suis déplacé silencieusement jusqu'au couloir, près de la porte du bureau, qu'elle avait laissée légèrement entr'ouverte. J'ai entendu sa voix, basse et intime. Ce n'était ni sa voix professionnelle, ni celle qu'elle utilisait avec sa famille. Tu ne peux pas appeler quand tu veux. Non, il ne se doute de rien. Sois juste patient. Oui, moi aussi tu me manques. Chaque mot était un clou de plus dans le cercueil de ce qu'il restait de mes sentiments pour elle. La rage que je réprimais menaçait d'exploser. J'avais envie de défoncer cette porte, de la confronter, de mettre fin à cette comédie sur le champ. Mais cela gâcherait tout. Alors, je me suis éloigné. Je suis retourné à la cuisine,
j'ai ouvert le robinet et j'ai fait semblant de laver encore des assiettes, tout en réfléchissant à mes prochains mouvements. Voici une chose essentielle en construction, le timing. Si vous coulez du béton juste après la pluie, il ne prendra pas correctement. Si vous précipitez la structure, tout le bâtiment sera compromis. Ma vengeance avait besoin de temps pour se solidifier. Le mercredi matin, j'ai accidentellement laissé les papiers de divorce que j'avais imprimés bien en évidence sur ma table de nuit. Ils n'étaient pas remplis, juste des formulaires standards téléchargés sur le site du comté. En sortant de la douche, j'ai remarqué qu'ils avaient été légèrement déplacés. Elle les avait vus. Mais elle n'a rien dit. Moi non plus. Au travail, j'ai commencé mes préparatifs en silence. J'ai appelé des clients qui me devaient des faveurs. Pas pour de l'argent. Pour des informations. J'ai découvert que Dominique n'était pas n'importe qui. C'était un ami proche de Thomas, le frère d'Alexandra. Ils avaient étudié ensemble à l'université. Ils venaient du même milieu aisé que sa famille. Le genre d'homme que ses parents avaient toujours voulu pour elle. Et voici le détail intéressant, Dominique avait été présent à de nombreux événements familiaux auxquels je n'avais pas pu assister au fil des années parce que je travaillais. Anniversaire, un voyage au ski, même une croisière que j'avais ratée en terminant un gros projet. Le projet qui, ironiquement, avait établi mon entreprise. Grâce à une connaissance commune, j'ai appris que Dominique et Alexandra avaient brièvement été en couple à l'université, avant que je ne la rencontre. Les pièces du puzzle s'assemblaient. Ce n'était pas juste une liaison. C'était un plan de longue date. Pendant que je menais mon enquête, j'ai aussi préparé un tableur détaillé documentant chaque centime que j'avais dépensé pour soutenir Alexandra pendant ses études. Les frais de scolarité, les livres, le loyer, l'ordinateur portable que je lui avais acheté pour sa remise de diplôme, le cours préparatoire au barreau, les costumes pour ses entretiens, les innombrables courses Uber pour rentrer après ses sessions d'études tard le soir, parce que je ne voulais pas qu'elle prenne les transports en commun dans le noir. Total, 43 600 $. Sans compter les intérêts que j'aurais pu générer si j'avais investi cet argent dans mon entreprise. Ce soir-là, pour la première fois depuis des mois, Alexandra a initié un moment d'intimité. J'ai failli éclater de rire face à la coïncidence. Faisait-elle partie du plan aussi? Me garder distrait et satisfait pendant qu'elle préparait mon exécution financière? J'ai joué le jeu. J'ai fait ce qu'on attendait de moi, sans rien ressentir d'autre qu'un détachement froid pendant qu'elle simulait la passion. Ensuite, alors qu'elle dormait, je suis resté assis dans l'obscurité, fixant le ventilateur de plafond, comptant les rotations à la place des moutons. Une question me hantait, depuis combien de temps notre mariage était-il un mensonge? Avait-il toujours été une transaction pour elle? N'avais-je été qu'un simple tremplin? Le jeudi matin, je suis allé à mon rendez-vous avec Magnolia. Je suis arrivé en avance, naviguant sur Reddit en attendant. Le soutien des internautes continuait d'affluer. Certains suggéraient des mesures extrêmes que je ne prendrais jamais. D'autres partageaient des histoires similaires, rendant la mienne presque banale en comparaison. D'une certaine façon, cette solidarité aidait. Magnolia est arrivée, visiblement nerveuse. Elle avait toujours été la marginale de la famille. Plus authentique, moins préoccupée par les apparences. Elle a commandé un café compliqué et a picoré un muffin pendant que nous échangions des banalités. Puis, elle a pris une profonde inspiration. Ce qu'elle m'a révélé ensuite a tout confirmé. Elle savait pour Alexandra et Dominique depuis des mois. Elle les avait surpris ensemble dans la maison du lac de la famille, ce fameux week-end que j'avais manqué à cause d'une fuite sur un chantier. Elle avait confronté Alexandra, qui avait juré que c'était une erreur, un accident. Mais ce n'en était pas un. Alexandra s'était confiée à Magnolia, une nuit d'ivresse, après un dîner de famille que j'avais également raté. Elle lui avait tout avoué. Elle comptait rester avec moi jusqu'à obtenir sa promotion d'associée. Puis, elle me quitterait pour Dominique, en emportant la moitié de mes biens comme parachute doré. Magnolia m'avait tout raconté parce qu'elle ne supportait plus de garder le secret. Elle m'a dit qu'elle m'avait toujours apprécié, qu'elle pensait que j'étais bon pour sa sœur. Et qu'elle n'avait jamais compris pourquoi leur famille ne m'avait jamais accordé une vraie chance. Je l'ai remerciée pour son honnêteté, en prenant soin de ne pas révéler tout ce que je savais déjà. Je savais déjà la plupart de ces choses, mais je lui ai demandé de garder notre conversation pour elle. Elle a accepté, soulagée d'avoir pu se confier. En partant, elle m'a pris dans ses bras et a murmuré qu'elle était désolée.
C'était la première connexion humaine sincère que je ressentais depuis des jours. Le jeudi soir, j'ai lancé la prochaine phase du plan. J'ai créé une fausse urgence professionnelle et appelé Alexandra, lui disant que j'avais besoin que tout le monde se réunisse pour une réunion de crise le lendemain soir. Un gros client menaçait de partir, un désastre financier potentiel, j'avais besoin de son soutien et des conseils de sa famille. Elle a hésité, disant qu'elle avait déjà des plans. J'ai insisté, laissant ma voix trembler légèrement, lui disant que j'avais peur de tout perdre, tout ce que nous avions construit ensemble. J'ai joué sur sa culpabilité. Elle a cédé et a accepté d'organiser un dîner de crise familiale pour le vendredi soir. Elle a dit qu'elle appellerait ses parents et Thomas. Parfait. Le vendredi matin, j'ai finalisé mes préparatifs. J'ai organisé la table à manger avec des documents soigneusement dissimulés dans un dossier à côté de mon assiette. J'ai chargé toutes les preuves sur une tablette, capture d'écran, enregistrement, relevé financier, tout. Je suis passé à la pâtisserie de l'autre côté de la ville pour prendre son dessert préféré. Au travail, j'ai réglé les derniers détails et eu une conversation honnête avec mon associé, qui était choqué mais totalement de mon côté. Nous sommes amis depuis le lycée, il savait combien les études d'Alexandra m'avaient coûté, à tous les niveaux. En rentrant, Alexandra était déjà là, mettant la table avec notre plus belle vaisselle. La symétrie ne m'a pas échappé. Un autre dîner en famille, le même décor, mais une pièce totalement différente sur le point de commencer. Elle semblait nerveuse, vérifiant son téléphone sans arrêt. J'ai demandé si tout le monde avait confirmé. Elle a hoché la tête, distraite, et dit que ses parents apporteraient du vin, que Thomas et sa femme seraient là aussi. J'ai suggéré d'inviter Magnolia. Alexandra a été surprise, mais a accepté, envoyant un message à sa sœur sous mon regard attentif. Parfait. Je suis monté prendre une douche et me changer. Alexandra m'a appelé, demandant des précisions sur le problème du client pour se préparer. J'ai répondu que j'expliquerais tout au dîner, en une seule fois, à tout le monde. Sous la douche, j'ai répété mentalement mon discours. Comment présenter les preuves? L'ordre des révélations pour maximiser l'impact. C'était surréaliste, comme si je préparais une présentation pour la réunion la plus importante de ma vie. J'ai mis les vêtements qu'Alexandra disait toujours me donner un air plus professionnel, un jean foncé, une chemise bleue boutonnée, des chaussures en cuir au lieu de mes bottes de travail. La tenue parfaite pour ma dernière performance en tant que mari dévoué. En bas, j'ai entendu sa voix basse au téléphone. Grâce à l'enregistreur dans le salon, je pourrais écouter cette conversation plus tard, si nécessaire. Mais je savais déjà à qui elle parlait. Je savais déjà ce qu'elle disait. Je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé croire, pour ces dernières heures, qu'elle était aux commandes. Que tout se passait comme prévu. Quelle était la personne la plus intelligente dans cette pièce? La sonnette a retenti. Alexandra a sursauté et a rapidement raccroché. Ses parents sont arrivés les premiers. Son père a apporté un vin cher, comme promis. Il m'a serré la main avec cette même condescendance habituelle, demandant aussitôt des nouvelles de la crise dans mon entreprise, avec une satisfaction à peine dissimulée dans la voix. Thomas et sa femme sont arrivés ensuite. Puis Magnolia, qui évitait mon regard. Le casting était complet. Tous les joueurs, à leur place. Nous sommes passés à la salle à manger. Alexandra posa une main sur mon bras et me demanda si j'allais bien. L'inquiétude dans sa voix sonnait si sincère que, l'espace d'un instant, j'ai failli tout remettre en question. J'ai failli me demander si je n'avais pas bâti une conspiration complexe sur des coïncidences et des malentendus. Puis son téléphone vibra dans sa poche. Dominique. J'ai vu son nom s'afficher sur l'écran avant qu'elle ne coupe rapidement la sonnerie. Et toute incertitude s'est évaporée. Je me suis assis en bout de table, avec mon dossier de preuves à mes côtés. Alexandra à ma droite. Son père à ma gauche. La symétrie était parfaite. Exactement comme lors du dîner où j'avais découvert sa trahison. Mais cette fois, c'était moi qui détenais les secrets. Pendant que la mère d'Alexandra parlait du vin, j'ai remarqué Magnolia qui m'observait avec une expression étrange. Mélange de curiosité et d'appréhension. Elle savait que quelque chose allait se produire. Mais elle ignorait quoi. Je me suis levé, verre de vin à la main. Le silence s'est installé. Tout le monde attendait que je parle de la crise de l'entreprise. J'ai regardé chacun d'eux, pour finir par m'arrêter sur Alexandra. Avant de parler du sujet de cette réunion,
ai-je dit en levant mon verre, j'aimerais porter un toast. J'ai marqué une pause. À la famille. À la loyauté. Et au fait de voir enfin les choses avec clarté. L'incompréhension sur leur visage n'était que le début. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Et encore moins Alexandra. À suivre dans la prochaine mise à jour. Mise à jour finale. Cela fait 1 heure que je fixe mon téléphone, regardant le nombre de messages augmenter. 47 messages WhatsApp d'Alexandra en moins de 3 jours, chacun plus désespéré que le précédent. Écoutez, j'ai promis de raconter ce qui s'est passé à ce dîner, et c'était de la folie pure. J'ai levé mon verre pour ce toast à la famille, à la loyauté et au fait de voir enfin les choses avec clarté. L'incompréhension sur leur visage était inestimable. Je me suis assis calmement et ai pris une gorgée du vin hors de prix qu'Elia avait apporté. À propos de cette urgence professionnelle dont j'ai parlé. Alexandra a serré ma main, m'encourageant. Sa prestation était si convaincante que j'ai presque admiré son engagement dans cette mascarade. Eh bien, ai-je poursuivi en attrapant ma tablette, j'ai découvert quelques problèmes sérieux qui menacent tout ce que j'ai construit. Des problèmes qui se sont développés juste sous mon nez. Elia s'est penché en avant, incapable de cacher son plaisir. Des problèmes financiers? Un manque de trésorerie? J'ai toujours dit que ton modèle économique était fragile. En réalité, ai-je répondu en connectant ma tablette à la télévision, le problème ne vient pas de mon entreprise. Il vient de mon mariage. Un silence total s'est abattu sur la pièce. Alexandra s'est figée, sa main crispée sur la mienne. James, a-t-elle murmuré. Qu'est-ce que tu fais? Le fait est que, lorsque l'on veut démolir une structure, on ne commence pas par le toit. On s'attaque d'abord aux fondations. J'ai alors lancé l'enregistrement de la conversation entre Alexandra et Thomas lors du dîner précédent. Leurs voix ont envahi la pièce. Thomas, disant qu'elle devait divorcer avant d'avoir des enfants et d'être piégée à jamais. Alexandra, répondant qu'elle s'en occupait déjà, et que son avocat lui avait dit qu'elle pourrait obtenir la moitié de mon entreprise. J'ai observé chaque visage autour de la table. Thomas a blêmi. La mère d'Alexandra a plaqué une main sur sa bouche. Elia a serré la mâchoire. Magnolia a fermé les yeux, comme si elle assistait à un accident qu'elle savait inévitable. Et Alexandra. Elle est restée figée, regardant son plan soigneusement élaboré s'écrouler sous ses yeux. Ensuite, j'ai affiché les captures d'écran de ces messages avec Dominique. Sélectionnées stratégiquement, mais accablantes. 6 mois, ai-je dit d'une voix calme. 6 mois de rencontre avec lui pendant que je faisais des semaines de 60 heures. Je me suis tourné vers ses parents. Saviez-vous qu'elle me trompait? Ou seulement qu'elle prévoyait de divorcer? Elia a tenté d'intervenir, mais je n'avais pas encore fini. J'ai affiché un tableau. Chaque centime investi dans les études d'Alexandra. 43 600 $. C'est ce que j'ai misé sur notre avenir, ai-je continué. Pendant que je bâtissais mon entreprise à partir de rien. Écran suivant, documentation sur son compte bancaire secret et sa tentative annulée de refinancer la maison. Et voici comment elle comptait me remercier. Le silence était assourdissant. Puis, 3 choses se sont produites en même temps. Elia s'est levé si brusquement que sa chaise est tombée en arrière. C'est du délire. Alexandra, on s'en va. Alexandra a attrapé mon bras. James, s'il te plaît, je peux tout expliquer. Thomas, lâche comme toujours, a tenté de supprimer des messages sous la table. J'ai pointé un doigt vers lui. Ces messages que tu effaces? Je les ai déjà tous. Chaque fois que tu as aidé ta sœur à orchestrer ça. Thomas s'est figé, puis a tourné les yeux vers sa femme, qui le regardait avec un mélange d'horreur et de colère. Alexandra a changé de stratégie. Ce n'est pas ce que tu crois, a-t-elle dit, les larmes aux yeux. J'étais perdue, malheureuse. On s'éloignait depuis des années. On s'éloignait? Ai-je répété, incrédule. Pendant que je finançais tes études? Pendant que je bâtissais un avenir pour nous? Je ne comptais pas perdre mon sang-froid, mais quelque chose en moi s'est brisé. 7 ans. Ma voix a baissé. 7 ans à croire en nous, et tout ce temps, je n'étais qu'un tremplin. Son père est intervenu. Quels que soient vos problèmes, ils ne concernent que vous deux. Mais si tu crois que tu peux piéger ma fille comme ça, tu te trompes. Nous avons des ressources bien au-delà de ton imagination. J'ai ri.
Des ressources? Comme les 20 000 $ qu'elle a volés de notre compte joint? Ou l'hypothèque qu'elle a tenté de contracter sur ma maison? Alors qu'Elia se lançait dans un discours sur tout ce que leur famille avait fait pour moi, j'ai remarqué Alexandra, en train de taper un message en cachette sous la table. C'est là que j'ai lâché la bombe finale. Alexandra vous a-t-elle dit que Dominique était marié? Un silence glacial a envahi la pièce. Même Elia s'est arrêté net. Oui, ai-je poursuivi. Je l'ai découvert hier. Sa femme s'appelle Rachel. Très compréhensive, quand je lui ai montré les messages entre son mari et ma femme. Alexandra est devenue livide. Tu as fait quoi? J'ai pris un café avec elle hier. Il me semblait normal qu'elle sache. C'est à ce moment-là qu'Elia a perdu le contrôle. Il a saisi le bord de ma table à manger, la table que j'avais moi-même construite, et l'a retournée. Assiette, verre, nourriture, tout a volé. Alexandra a crié. Sa mère a suffoqué. Thomas a reculé. Et moi, je suis resté assis, regardant 7 ans de mensonges s'effondrer devant moi. Magnolia a été la seule à bouger pour nettoyer. Nos regards se sont croisés à travers le chaos. Elle m'a fait un léger signe de tête. Un geste de respect, de compréhension. Je n'avais rien à dire. Elia m'a pointé du doigt, tremblant de rage. Tu crois avoir gagné? Tu n'es rien. Tu travailles avec tes mains parce que tu n'étais pas assez intelligent pour aller à l'université. Ma fille a commis une erreur en s'abaissant à ton niveau, mais nous allons rectifier ça. Je me suis lentement levé. Peut-être que je travaille avec mes mains, Elia, mais au moins j'ai construit quelque chose de réel. Que as-tu construit, à part une famille de menteurs? Il a tenté de me frapper. Thomas a eu juste le temps de le retenir tandis qu'il crachait des menaces de procès et d'avocats. Alexandra suppliait toujours. James, s'il te plaît, parlons-en en privé. Ce n'était pas censé arriver comme ça. Ah non? J'ai secoué la tête. Tu voulais divorcer, prendre la moitié de ce que j'ai construit, et rester avec un autre homme? J'ai attrapé ma veste. Il n'y a plus rien à dire. J'ai ouvert la porte d'entrée. Je pense que vous devriez tous partir maintenant. Thomas a traîné son père dehors. Magnolia a été la dernière à sortir, s'arrêtant sur le seuil. Je suis désolé, a-t-elle dit à voix basse. J'ai toujours pensé que tu méritais mieux. Et puis, il ne restait plus qu'Alexandra et moi, dans notre salle à manger ravagée. Où vas-tu? Demanda-t-elle d'une voix faible. J'ai déjà une chambre d'hôtel, ai-je répondu. Je reviendrai demain récupérer mes affaires quand tu seras au travail. Tu avais tout planifié, chuchota-t-elle. J'ai appris des meilleurs, ai-je rétorqué en attrapant ma valise déjà prête. Alors que je partais, elle a crié derrière moi. Tu vas le regretter. Mon père ne bluffait pas à propos des avocats. Je n'ai pas répondu. Certaines fondations sont trop endommagées pour être reconstruites. Cette nuit-là, à l'hôtel, j'ai dormi mieux que depuis des mois. Le lendemain, je suis revenu pendant qu'Alexandra était au travail et j'ai emballé ce qui comptait, vêtements, outils, photos de famille, les affaires de mon chien. J'ai laissé ma clé sur le comptoir. J'avais déjà loué un petit appartement près de mon atelier. Je ne fuyais pas, je créais de l'espace. J'ai appelé mes employés pour leur expliquer que je travaillerais à distance pendant un moment, le temps de régler quelques affaires personnelles. Pendant 2 jours, je suis resté hors des réseaux sociaux, j'ai ignoré les emails, et je me suis concentré sur l'organisation de ma nouvelle maison. Mon chien s'est rapidement adapté, les animaux savent quand quelque chose ne va pas dans un foyer. Le 3e matin, j'ai rallumé mon téléphone. Il s'est mis à vibrer immédiatement. 47 messages WhatsApp d'Alexandra. Ils allaient de la colère à la supplication. Les premiers n'étaient que pure rage, tout en majuscules. Comment oses-tu m'humilier ainsi? Tu as tout détruit. Puis, les supplications ont commencé. James, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler. Je sais que j'ai fait une erreur, mais on peut surmonter ça ensemble. Au 30e message, elle a tenté de négocier. Je vais aller en thérapie. Je couperai les ponts avec ma famille. Mais s'il te plaît, parle-moi. Le 45e message était simple. Je suis désolé. Les 2 derniers sont arrivés à 3h14 du matin. J'ai tout avoué à Dominique. À propos de l'argent, du plan de divorce.
Il a dit qu'on pourrait toujours être ensemble. Mais il vient juste de m'appeler pour tout arrêter. Il veut sauver son mariage avec Rachel. Maintenant, je n'ai plus personne. J'ai tout lu sans répondre, ne ressentant que de la lassitude. Ni satisfaction. Ni vengeance. Juste un vide, comme lorsqu'on termine un travail épuisant et que l'on réalise que le client n'appréciera jamais vraiment l'effort fourni. Alors que je faisais défiler l'écran, un nouveau message est apparu. James, je sais que tu as lu. Dis-moi ce que tu veux. De l'argent? La maison? Je signerai tout ce que tu veux. Après tout ça, elle ne comprenait toujours pas. Ça n'a jamais été une question d'argent. C'était une question de trahison. D'années gaspillées. Volées. J'ai simplement répondu. J'ai envoyé les papiers du divorce à ton bureau. Tout ce que je veux, c'est que ça se termine vite. Sa réponse a été instantanée. Peut-on se voir? Juste pour parler. Avant que je puisse répondre, mon téléphone a sonné. C'était Mike, mon avocat. Rachel, la femme de Dominique, avait pris contact. Après avoir vu les preuves que je lui avais montrées, elle avait fait ses propres recherches et découvert que Dominique avait déjà monté ce genre de coup avec d'autres femmes. Elle voulait échanger des informations pour son divorce. Pendant que Mike parlait, j'ai regardé autour de mon appartement vide. Un matelas à même le sol. Des cartons encore fermés. Mon chien m'observant patiemment. Ce n'était pas ainsi que j'imaginais ma vie à 34 ans. Tout recommencer à zéro. Mais parfois, il faut tout raser pour réparer une fondation compromise. J'ai accepté de rencontrer Rachel pour un café. Pas par romantisme, mais parce qu'il y a une certaine solidarité dans la trahison partagée. Après avoir raccroché, j'ai envoyé un dernier message à Alexandra. Il n'y a plus rien à dire. Adresse-toi à mon avocat. Puis, je l'ai bloqué. Cet après-midi-là, j'ai emmené mon chien faire une randonnée. Mon téléphone a vibré. Un message de Magnolia. J'ai appris que tu avais déménagé. Alexandra est chez nos parents. Papa est furieux, mais maman commence enfin à tout remettre en question. Je crois que l'image de la fille parfaite est en train de se fissurer. J'ai répondu. Merci de m'avoir prévenu. J'espère que tu tiens le coup dans tout ça. Elle a répondu. Je vais mieux que bien, en fait. J'ai enfin annoncé à mes parents que j'abandonne les études qu'ils ont choisies pour moi et que je vais suivre ma vraie voie. Je crois que ton courage a été contagieux. Alors que le soleil se couchait, j'ai regardé mon chien explorer, sa queue remuant sans souci. 7 ans envolés. D'innombrables heures de travail. Un avenir planifié et détruit. Mais aussi, la liberté. La vérité. L'opportunité de reconstruire quelque chose d'authentique. Mon téléphone a vibré de nouveau. Rachel confirmait notre café et envoyait un lien vers un groupe de soutien pour les victimes de fraude financière dans le mariage. Apparemment, c'est plus courant que je ne l'aurais cru. J'ai rangé mon téléphone et appelé mon chien. On rentre à la maison. Il était temps de préparer le dîner. Peut-être de commencer à déballer. Des petits pas. Un jour à la fois. Comme pour tout bon projet de construction, la fondation passe avant tout. Et cette fois, je m'assurerai qu'elle soit solide comme jamais. Commentaire Monsieur Reddit. Cette histoire est un rappel puissant que les choses ne se passent pas toujours comme prévu, mais parfois, recommencer est la meilleure option. Le protagoniste a perdu des années de dévouement, mais au final, il a trouvé quelque chose d'encore plus précieux, la liberté, la vérité et la chance de construire une vie authentique. Et vous, que pensez-vous de ce retournement de situation? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Partagez votre avis dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire. Si vous avez aimé la vidéo, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus d'histoires et de discussions intrigantes. Et n'oubliez pas d'écouter notre podcast pour plus d'histoires inspirantes comme celle-ci, le lien est dans la description et dans la carte à l'écran. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.